Le Berry, pays de légendes et de contes populaires, avec ses champs à perte de vue et ses forêts. Un paysage qui a inspiré l'écrivaine George Sand, qui grandit à Nohant, dans le centre de la France, où elle peut s'échapper dans la nature pour laisser s'épanouir son imagination. Elle reprendra d'ailleurs le thème de la vie pastorale dans plusieurs de ses romans. Née Aurore Dupin, celle qui fut la compagne de l'écrivain Alfred de Musset, restera attachée toute sa vie à la campagne et à Nohant, sa demeure provinciale qui deviendra un oasis romantique pour les plus grands artistes de l'époque. Reportage. Des champs à perte de vue, des forêts, la campagne berrichonne est un pays de légendes et de contes populaires. Un paysage modeste qui, toute sa vie, va inspirer George Sand. George Sand, elle aime cette campagne, cette nature-là, elle s'y ressource aussi, hein, ça lui fait du bien, ça la repose, elle y trouve un équilibre. Et je pense que c'est juste quelque chose qu'elle veut partager avec les gens qui lui sont chers. Je fais de ce travail une pure spéculation, comme si j'étais un homme. Je suis une femme, j'ai des tendresses, des pitiés et des colères. Quand on lit les contes d'une grand-mère, c'est comment parlent les fleurs, c'est l'observation de toute cette nature. Donc je pense que vraiment, oui, il y a un vrai amour de cette terre qu'elle essaye de transmettre. Et puis si elle est enterrée là, c'est quand même un symbole. Avant de devenir l'écrivaine au pseudonyme masculin, George Sand est d'abord une petite fille qui découvre un cadre, un pays. Ils ne la quitteront plus. Elle a 4 ans, elle arrive en fait d'Espagne avec sa famille, avec son père qui est militaire. C'est un voyage qui a été très éprouvant parce que c'était en pleine période de guerre d'Espagne. Et elle arrive ici l'été sur cette place avec cette petite église. Et ça lui paraît tout de suite être du coup par contraste avec ce voyage qu'elle vient de vivre, un espèce de havre de paix. Élevée par sa grand-mère, la petite Aurore Dupin grandira à Nohant-Vic, dans la maison familiale, son premier refuge. Elle reçoit une éducation très classique, celle qu'on délivrait aux jeunes femmes de la bonne société autrefois. Le dessin, le chant, la danse, évidemment travailler à l'aiguille. Suivre Vinciane, guide à la demeure de George Sand, c'est aussi comprendre ce qu'Aurore transgresse enfant et qui va déterminer son apprentissage de la liberté. Et la nature environnante va sûrement l'aider à essayer de retrouver des sensations physiques dont les femmes étaient privées souvent. Essayer de s'enfuir, quoi, essayer de traîner avec les petits gamins du village quand sa grand-mère voulait pas qu'elle parle le patois. Porter des sabots comme sa grand-mère voulait pas qu'elle en porte. Évidemment, il y a une différence de classe sociale avec les paysans, mais c'est des gens qu'elle a côtoyés depuis son enfance. Avec beaucoup, elle a joué, elle a été garder les oies, les troupeaux. La Vallée Noire devient une source d'inspiration qui ne se tarira jamais. La plupart de ses romans prennent leur ancrage sur des lieux qu'elle connaît bien. Donc le moulin d'Angibault, la mare au diable évidemment, qui est certainement un des plus connus. Et elle part toujours de cette base qu'elle connaît, qui l'ancre dans cette terre du Berry et de la Vallée Noire. Voilà un petit peu ce qu'elle écrit. À travers le fouillis des branches, je découvrais un des sites les plus mélancoliques et les plus doux de notre vallée. Pas un seul village, pas de clocher, pas de maison bourgeoise, pas de ruines, rien pour le peintre, rien pour le chroniqueur. Et sur tout ce paysage, positivement simple et sans intérêt, planait pourtant je ne sais quoi, quelle poésie qui se sent et ne peut guère se traduire. À Nohant, elle écrit sans relâche, 70 romans en tout. C'est à ce pupitre qu'Aurore devient George. Pour beaucoup, elle est George, parce que la société accorde très peu de crédit, si ce n'est pas aucun crédit, au talent des femmes écrivains. Il y a un moment où si elles n'avancent pas masquées, elles sont perdues. Elles n'y arriveront pas. Donc elles trichent, parce que la société ne leur laisse pas le choix. Et ce pseudonyme, il est synonyme aussi simplement d'une liberté qu'elle s'octroie et qu'elle se paye. Et elle ne le doit à personne d'autre qu'à elle, donc elle en est fière.
Cette demeure provinciale va bientôt devenir un oasis romantique pour les plus grands artistes de l'époque. Elle a vécu pendant 9 ans avec Frédéric Chopin, donc vu qu'ils vivent ensemble, voilà, en fait ils sont là l'été parce que c'était juste très normal qu'ils soient là ensemble. Après, vu qu'elle adore Delacroix, qu'elle le connaît depuis longtemps et qu'elle adore sa peinture aussi et que Chopin et Delacroix ils s'entendent à merveille, elle invite le peintre aussi. Les fenêtres étaient ouvertes, on entendait la musique de Chopin. Elle lui lisait ce qu'elle venait d'écrire. Son fils recopiait ce que Delacroix était en train de peindre. Enfin, on sent bien qu'il y a toute une émulation aussi artistique et on devait avoir envie de faire quelque chose et de créer aussi. George Sand s'éteindra à Nohant en 1876. Grande amoureuse et femme d'engagement, elle est toujours lue aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est une femme très contemporaine et c'est peut-être en ça qu'elle nous parle beaucoup, puisqu'il y a cet engagement qui est à la fois pour les pauvres, pour les opprimés, dont les femmes font partie à ce moment-là. Donc je pense quand même que tout ça, c'est des valeurs assez françaises. Et peut-être que les Françaises, d'une manière générale, ont ce besoin, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça nous vient de l'histoire, de la Révolution, peut-être foncièrement d'être en accord avec elle-même. Et George Sand, voilà, elle a pris sa vie en main. Elle avait sûrement pas vraiment le choix, en fait. En République démocratique du Congo, cela fait près de 2 ans que les adoptions internationales sont bloquées. Plus de 1300 enfants congolais adoptés par des Français, des Américains, des Néerlandais, des Canadiens sont coincés à Kinshasa. En cause, une disposition adoptée en 2013 et reconduite en 2014 visant à vérifier la situation post-adoption des enfants congolais adoptés à l'étranger. Les autorités ont suspendu les procédures après des cas, disent-elles, de trafic. En tout cas, ce sont des familles déchirées qui vivent un calvaire au jour le jour, une attente que les enfants et les parents ont beaucoup de mal à vivre et à comprendre. Mehdi Medeb nous en dit plus. C'est aux États-Unis. Oui. Jennifer et ses 2 fils adoptés attendent ce moment depuis bientôt 3 ans. 1 heure, de plus ou de moins, ne change rien à leur excitation et leur joie. Pour la première fois, la famille Boyer se retrouve au grand complet. Première rencontre pour cette fratrie américano-congolaise. Retrouvailles émues d'une famille jusque-là séparée par un océan, 13 000 km et un blocage administratif au Congo. C'est pas l'aéroport que j'ai imaginé. Je voudrais bien sûr que ça c'est aux États-Unis et le problème c'est qu'il va partir dans 9 jours. Donc le joie qui est là, ça va être ma cœur va être même plus vide quand ils sont partis. Mais dans l'immédiat, la famille profite du bonheur d'être ensemble, loin du calvaire vécu depuis 2 ans. Car leurs fils adoptifs sont bloqués à Kinshasa, les autorités ne donnant plus de visa pour les laisser partir. Situation insupportable, il y a 6 mois, Jennifer a changé de vie pour être au plus près de ses fils. Mais rien n'est encore réglé. Depuis mai, c'est chaque semaine qu'on croit qu'on va partir la prochaine semaine parce qu'ils ont déjà vu les dossiers. Je ne comprends pas exactement le problème et pourquoi ce n'est pas fini. Nous sommes une vraie famille, on veut être ensemble. C'est pas naturel pour une famille d'être divisée comme ça. Les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi maman n'est pas là, pourquoi papa n'est pas là. Il y a 2 ans, les autorités ont suspendu les adoptions en cause, selon elles, des abus dans les procédures. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de fausses adoptions, beaucoup d'enfants passés par la fraude. Nous comprenons la douleur des enfants, la douleur des parents, mais nous devons pouvoir réexaminer tout le dossier. En attendant, les familles s'impatientent et toutes n'ont pas la chance d'être ensemble, même pour une semaine. Car la plupart des enfants adoptés attendent dans des orphelinats comme celui-ci.
Son directeur avoue ne pas être à l'aise avec cette situation qui s'éternise. Pour le bien de tous, il en appelle à mettre fin au blocage. Les orphelinats sont fatigués de continuer à garder les enfants d'autrui qui ont déjà des familles et qui sont censés vivre tranquillement avec leurs parents. Mais pour ce qui concerne les enfants qui ont déjà les documents officiels, nous pensons qu'il est temps que la mesure soit levée pour qu'ils soient pris en charge, pour que leurs propres parents le prennent en charge. Pour cette petite fille, adoptée à la naissance par un couple français, l'attente dure depuis bientôt 3 ans. 3 années passées à attendre dans un orphelinat sans pouvoir vivre avec sa nouvelle famille. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.